Eh bien, bonjour et bienvenue donc à Secours Expo. On est ensemble jusqu'à 13h45, peut-être même un tout petit peu plus. Ça dépendra aussi si vous avez des questions et des réflexions à nous faire. Vous aurez bien sûr 10 petites minutes ensuite pour poser toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des interrogations. On va donc parler de ce thème très important, Jeux Olympiques à Paris en 2024. Quelles implications, quelle préparation pour les acteurs du secours? Alors je sais, vous allez me dire 2024, c'est loin. C'est vrai. C'est dans très longtemps. Mais oui, mais il faut quand même se préparer puisque d'un autre côté, ça va arriver vite. Et puis certains acteurs du secours sont déjà en train de réfléchir à la façon dont ils vont, s'organiser pour gérer cet événement qui va quand même être un vrai bordel, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas à Paris et pour beaucoup d'acteurs. Voilà, il faut être un peu trivial, mais en même temps, c'est aussi la réalité. Donc c'est loin d'être un petit morceau et on va en parler avec nos invités. Jusque à côté de moi, Florent Vallée, directeur de l'urgence et des opérations de la Croix-Rouge. À ses côtés, Jean-Pierre Di Constanzo, président de l'UNAS Île-de-France. Et Bruno Basset, Chief Executive Producer à Dokever, qui est une société spécialiste de la médicalisation et de la sécurisation d'événements. Et on peut déjà les applaudir et les remercier pour leur présence. Super. Alors, je vais commencer par une question à laquelle j'aimerais que chacun d'entre vous réponde, et je vais rester un peu dans le trivial. Quand vous avez su que Paris avait gagné les JO en 2024, quelle a été votre première réaction? Est-ce que c'était super, c'est génial, ou on vient dans la trivialité, et merde, ça va être un gros morceau, et voilà. Alors, racontez-moi, quelle a été votre première réaction? Qui prend la parole? Ouais, bah, oui, non, mais moi, déjà, c'était une belle nouvelle, une excellente nouvelle. Moi, j'ai pas dit non, ça va être un gros bordel. J'ai dit il va falloir encore plus mettre de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne bien, vu la population internationale qu'on va accueillir et l'image que doit dégager la France. Donc moi, j'ai trouvé ça une très très bonne nouvelle. Monsieur Di Costanzo. Oui, tout à fait. De la même façon, je pense que c'est une nouvelle pour le pays absolument exceptionnelle. C'est un des événements majeurs. On sait que les Jeux Olympiques sont, avec le Tour de France et la Coupe du Monde de football, généralement les événements les plus vus dans le monde, les trois plus importants. Il se trouve que professionnellement, j'ai accompagné aussi la candidature, donc c'est assez intéressant de pouvoir le faire. Et donc, une belle victoire. Ça a été un beau combat, parce que ce n'était pas gagné. Hein. Une belle, je dirais, démarche de toute l'équipe olympique. Et aujourd'hui, comme vous dites, 2024, c'est pas tout de suite. On a le temps de se préparer et je pense que l'événement va être à la hauteur de ce que la ville, la France souhaite. Alors, Florent Vallée. Je vois pas pourquoi les gens rigolent quand c'est à moi. Oui, je sais pas, effectivement, j'ai entendu. Ah, moi, j'ai dit que c'était une super nouvelle. J'étais vraiment ravi. J'étais très content la première minute. Et puis après, j'ai calculé quel âge j'aurais, où je travaillerais peut-être, etc. Et j'ai dit merde. Et ça va être encore, ça va être encore pour nous. Non, c'est une belle nouvelle avec des beaux défis. Forcément, un rendez-vous qui peut faire peur. En termes d'acteurs du secours, tous. Ça peut nous permettre d'évoluer, mais ça sera quoi 2024 c'est demain et c'est loin à la fois. C'est différents problèmes. 2024, ça sera peut-être aussi des tempêtes plus importantes, des inondations au mois de juin. Je crois qu'on en a eu en 2016. Juin 2024, si on a des inondations, ça sera peut-être pas la même. Ça pourrait être pire. Et puis, ça posera encore d'autres problèmes, puisqu'il y a des événements qui sont déjà prévus au mois de juin. Puisque les JO 2024, quand on regarde un petit peu, la mairie de Paris a prévu des super belles choses qui commencent au mois de mai ou juin et qui finissent en octobre, novembre. Enfin, ça va très loin, donc c'est un rendez-vous qui va être très chronophage aussi pour nous. Et c'est aussi se dire comment on va pouvoir tenir tout ça, comment on va faire. Oui, beaucoup de pression aussi parce que c'est quand même un gros événement. Est-ce qu'on est un petit peu dans le même cadre que l'Euro 2016 qu'on a connu, qui était quand même déjà un gros morceau en termes de fan zone, surtout après les attentats? Ou est-ce qu'il faut multiplier l'Euro 2016 par 2, par 3 en termes d'organisation? Comment vous le jugez par rapport à cet événement qu'on a connu? Bah, qu'on multiplie par 2 ou par 3, ça va pas changer énormément. Je dirais qu'une fois qu'on a les problèmes, autant les avoir x3 ou x4. De toute façon, c'est plus le souci. C'était important l'Euro 2016 de parler fan zone. Il faut se rappeler que l'Euro 2016, la candidature a eu lieu bien avant les attentats, donc l'organisation avait commencé avant les attentats. Ça a changé beaucoup de choses en termes de sécurité à la suite des attentats, mais il y avait déjà des choses qui étaient en soi qui étaient rodées. C'était pas plus compliqué que ça.
Là, effectivement, se rajoute 2024 la dynamique sécuritaire. Le fait qu'il y ait des événements un peu partout, de la multiplication d'événements et sans oublier que les JO c'est 3 semaines, enfin c'est 15 jours, 3 semaines fabuleuses, hein, ça c'est clair, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les Paralympiques qui sont ensuite, hein, et la mobilisation pour les Paralympiques des médias et autres n'est plus du tout la même. Donc la mobilisation des bénévoles, des forces qui vont devoir intervenir est beaucoup plus compliquée sur cette période-là aussi. Il y a des équipes qui arrivent déjà. Oui, ils sont déjà prêts, ils sont en train de tester les... Oui, je crois qu'en effet, la difficulté qu'il y a par rapport à ce qu'on a pu connaître, Coupe du Monde ou de grands événements, ça va être la durée déjà. La durée, la multiplicité des sites aussi à organiser. Il est clair que la synergie entre les opérateurs aujourd'hui de secours doit être importante et doit se préparer en amont. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord, même si nous avons l'habitude de travailler sur des événements qui sont plutôt d'une semaine maximum ou dans le temps des week-ends très courts, hein, des grands événements. Là, on va quand même multiplier les difficultés, puisque ça veut dire qu'il faudra multiplier aussi les équipes. En termes de ressources humaines, on ne pourra pas mettre les gens pendant une durée, il faudra les faire tourner, donc un effectif beaucoup plus important de secours nécessaire. Et puis la partie sécurité aussi à envisager, donc en plus du secours classique, il y aura la partie en effet secours à risque qui pourrait aussi être présent. Vous, Bruno Basset, en tant qu'entreprise privée, c'est plutôt une bonne nouvelle, ces JO, ça fait du chiffre, du coup? Oui, alors déjà pour répondre à la différence entre le football et les JO, médicalement parlant, donc là c'est plutôt la casquette, non pas secours, mais le côté médical qui va s'exprimer. Il y a un sport pratiqué dans un cas, et dans un autre cas, il y a beaucoup plus de sport, et le pays hôte a quand même la responsabilité par rapport aux pratiquants des sports et donc aux pathologies, aux problèmes que ces différents sportifs pourraient rencontrer, de les recevoir de la meilleure manière et de les soigner de la meilleure manière. Ça veut donc dire qu'une constellation de spécialités médicales va devoir, dans le back-office de ces événements, hein, en dehors de l'urgence absolue, va devoir œuvrer, s'organiser. Et là, du coup, il y a un vrai challenge parce que on parle aussi bien de spécialités médicales, mais paramédicales, mais de soins de récupération. Et là, du coup, il n'y a pas que l'urgence. Il y a aussi ce regard-là qu'il faut avoir. Et pour un paquet de nationalités. Donc, va aussi falloir réfléchir sur tous ces aspects-là de la pratique médicale. Enfin, j'ai eu une expérience chinoise il n'y a pas si longtemps que ça. On n'a pas tout à fait la même approche, pas tout à fait la même culture. Donc ça va être très intéressant. Et pour répondre à l'aspect financier, comme tout grand événement comme ça, il draine forcément de l'activité qui profite à tout le monde. Donc c'est globalement, pour la nation, c'est globalement très positif. Alors concrètement, sur ce type d'événement, quel type de dispositif il faut mettre en place? Est-ce qu'on pourrait en lister quelques-uns pour qu'on comprenne bien tout ce qu'il faut pour encadrer cet événement? Je crois que mon collègue a plus l'habitude de ce genre de choses, mais voilà, il est clair qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a deux aspects, l'aspect humain et de gestion de la personne, la formation. Nous avons la chance quand même que les JO soient un fabuleux catalyseur de motivation. Aujourd'hui, nous voyons bien dans les personnes que nous recrutons, quand on parle de Jeux Olympiques, ça fait briller les yeux des personnes qui suivent la formation. Et vous voyez, ce week-end, nous allons avoir encore une formation PSE2, là, justement, pour préparer les équipes. Donc, une motivation. Et là, il va falloir de la coordination, bien sûr, puisque humain, logistique, d'une façon très importante. Autant la partie opérationnelle, comme le précisait monsieur, sera, je dirais, rodée sur le geste. Tout ce qui va être aujourd'hui la réflexion de comment on héberge les équipes, comment on les motive sur une période qui est beaucoup plus longue. 3 semaines pour les Jeux Olympiques classiques, 15 jours pour les Paralympiques, en pleine période de congés scolaires et de vacances aussi, puisque ce sera juillet-août. Ça veut dire que pour les bénévoles, ça sera un choix aussi à faire d'être avec nous sur cet événement qui va les marquer indéniablement, parce que quand on participe à un événement comme ça, ça marque une vie. Je le vois bien pour des gens qui ont participé à beaucoup d'événements importants.
Voilà. Donc sur la partie organisation, nous allons bien sûr nous aussi prévoir des cellules qui vont travailler, chacun dans son domaine, la partie encadrement opérationnel et la partie logistique arrière. Florent Vallée. Moi, je crois en dehors de tout ça et en dehors des dispositifs, les dispositifs ils sont classiques de ce qu'on met aujourd'hui, de ce qu'on peut avoir. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, vu l'état de l'art, on sait globalement ce qu'on va mettre. Quel sera l'état de l'art en 2024 ? Moi, j'en sais rien, je suis pas devin. Donc, demain, ça peut changer et je pense que ça changera sur beaucoup de choses. Moi, je pense que la première chose à travailler, ou en tout cas, on a tous intérêt de travailler, toutes les associations agréées de sécurité civile, les sociétés médicales et les pouvoirs publics, c'est la coordination. Parce que ça va être le maître mot, ça va être la clé de tout ça, c'est la coordination de l'ensemble avec tous les acteurs. Pas 3 acteurs, pas juste un acteur institutionnel ou 2 acteurs institutionnels, c'est l'ensemble des acteurs. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans le pays, c'est ce qui manque au quotidien, c'est ce qui manque dans tous les événements, c'est cette coordination. Et si on n'a pas cette coordination pour les JO 2024, on n'avancera pas. Et on le verra très vite. On le verra déjà de toute façon pour le rugby en 2023, puisque on a quand même fait un doublé, on a failli faire un triplé, mais bon, on s'est arrêté à 2024. Bruno Basset, peut-être. Sur les quantités, la question c'était quels moyens, quel dispositif exactement prévoir. Donc, donc ça veut dire les quantités, qualifications, des moyens à mettre en œuvre. Ils vont être extrêmement larges parce que il va y avoir les situations de crise prises en charge par les moyens d'État et les dispositifs qu'ils mettront eux. Il y a les moyens que l'organisateur va prévoir à son niveau. Il y a les délégations de chacun des pays qui va aussi prévoir des moyens. Je pense qu'il faut qu'on tire un enseignement quand même du football et de l'euro pour, en effet, comme l'a dit Florent, faire évoluer les référentiels. Je pense qu'on a des vrais écueils sur le sujet. En tout cas, on peut dire que les États-Unis nous regardent d'une drôle de manière quand ils nous voient avec nos nombres de docteurs sur ce type de grand rassemblement. Donc je pense qu'il faut prendre les expériences d'ailleurs, les référentiels au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Je pense qu'il faut savoir écouter ce que l'OMS sur les grands rassemblements, sur le mass gathering est capable de nous dire. Et puis après, là, Florent Vallée a été extrêmement clair et je le rejoins. S'il n'y a pas de coordination autour de tout ce monde-là, c'est clair qu'on va gaspiller beaucoup d'énergie et certainement beaucoup d'argent. Oui, on va revenir sur cette question justement de la coordination un peu plus tard, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur des chiffres pour qu'on comprenne bien ce que ça représente pour chacun de vous. Il faut mettre combien de personnes, par exemple à l'UNAS, par exemple à la Croix-Rouge, pour encadrer ce type ? C'est 1000 personnes, c'est 2000 personnes, c'est 5000 ? Parce qu'en plus, les Jeux Olympiques se passent à Paris, mais il y aura aussi quelques étapes et puis quelques sports qui seront à Marseille, je crois, pour la voile, ou je ne sais plus exactement, mais enfin, c'est combien de personnes en fait en tout ? Alors, en termes d'intervenants secouristes, si on prend des grands événements, on peut se dire comme ça à vue de nez que c'est toute association agréée de sécurité civile confondue. Je ne vais pas dire que c'est pour la Croix-Rouge ou voilà, je ne sais pas quel marché, comment ça sera attribué, comment ça sera fait. En tout cas, il y aura besoin de tout le monde, mais pour les 3 semaines de Jeux Olympiques purs, c'est 400 à 500 intervenants secouristes par jour qui sont mobilisés sur les différentes manifestations. Donc c'est de toute façon un effort énorme, c'est 500 par jour pendant 3 semaines, avec toutes les problématiques que vous avez pu dire, c'est un très gros effort. Les Paralympiques seront moins, mais c'est aussi quand même beaucoup de monde derrière à tenir, c'est peut-être 200 à 300 personnes. Oui, je pense que même 500, ça risque d'être un chiffre minimum, puisqu'il y a beaucoup de sites, même à Paris, sans parler des sites nantais, Lille, Marseille, Saint-Étienne. Voilà, ça va faire une forte mobilisation. Mais comme le précisait Florent, la coordination doit être là pour qu'on puisse aussi qualifier nous aussi les besoins et être capable de répartir. Il est clair qu'une association seule aura beaucoup de mal, en termes de bénévoles, je parle, à mobiliser à elle tout seul un tel événement. Oui, justement, en termes de planning, vous disiez qu'effectivement, il faut faire rouler les gens. On ne peut pas leur demander d'être là 7 jours sur 7. Alors, comment on arrive à motiver, à fédérer des bénévoles à qui on va dire, écoute, tu vas travailler peut-être 12-15 heures par jour dans des conditions qui sont peut-être pas de stress, voilà, un peu extrêmes. Est-ce qu'on arrive facilement à les motiver, à les convaincre dans ce cadre-là ? Pour la Croix-Rouge, déjà,
2024, en dehors de dire merde, c'est quoi cet événement, déjà c'est quelque chose d'important, c'est un grand rendez-vous, c'est effectivement ce que vous soulignez, enfin, l'élan de la nation. Donc c'est aussi de nous profiter de cet élan, en tout cas dans le monde associatif, pour recruter des bénévoles, pour recruter des citoyens, pour aller toucher le citoyen et faire avancer les choses. C'est aussi ce que l'euro a permis de faire, c'est faire avancer un certain nombre de textes, un certain nombre de lois qui sont sorties juste avant l'euro. Alors peut-être un peu tard, hein, en tout cas, mais ça nous a permis d'avancer. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avancer sur des meilleures bases. Donc c'est déjà ça. Ensuite, en termes de motivation, je pense que toutes les associations vont profiter de cet événement pour lancer des campagnes de recrutement, pour s'organiser, pour recevoir les personnes. Aujourd'hui, vous lancez une campagne de recrutement, ou en tout cas je parie pour la Croix-Rouge là pour le coup, si vous lancez une campagne de recrutement, c'est bien. Faut-il encore qu'il y ait quelqu'un qui soit là le jour où la personne va taper au pas de la porte? Si vous n'êtes pas en capacité de l'accueillir, si vous n'avez pas préparé votre réseau pour accueillir ces nouveaux bénévoles, pour ne serait-ce que leur dire bonjour et ensuite leur proposer des formations, si vous n'avez pas préparé toute cette chaîne, les gens repartent aussi vite, vont aller vers une autre association ou vont même aller nulle part du tout et vous aurez perdu l'ensemble. Donc tout ça, ça se prépare. Donc nous, c'est déjà un travail qu'on a lancé. C'est un comité de pilotage interdirection au sein de la Croix-Rouge qui travaille déjà sur ces problématiques et qui est déjà sur la vision de profiter de l'événement 2024, de partager les valeurs qui sont très communes aux nôtres aussi, et d'avancer avec les JO pour recruter du personnel, pour avancer sur différents sujets, parce qu'il n'y a pas que le recrutement, que le poste de secours. Il y a aussi la prévention, la préparation, il y a les actions jeunesse, il y a le travail sur les addictions, il y a aussi tout le travail sur la précarité, puisque les gens précaires sont toujours là aussi pendant les JO et on doit aussi les aider. Et il n'est pas normal qu'on puisse voir, comme sur les derniers JO où les gens précaires étaient mis à très loin de tout ça, tout le monde doit pouvoir profiter de cet événement. Et c'est là-dessus qu'on travaille, nous, en tout cas, aujourd'hui, pour faire, en plus, un événement Croix-Rouge qui soit dans la globalité, que toute la population en profite. On est dans le même schéma. Hein. On se dit aujourd'hui que ça doit être, bien sûr, un événement où les secouristes soient très actifs, hein, mais le bénévolat, on le voit bien, est fort. Et la motivation qu'on peut avoir pour des jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'elle sera vraie en 2024, dans 6 ans? Ça veut dire aussi qu'on aura, pendant ces 6 ans, un effort constant de formation à faire, d'encadrement pour arriver au jour J avec les capacités et les gens bien formés. Hein, c'est aussi la difficulté que l'on peut avoir. Une des choses en complément qu'il y a, il faut que ça soit une fête aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on profite d'une mobilisation, on va profiter en effet pour être aussi à la fête. Il faut que les gens qui vont participer se sentent pas derrière un mur, une barrière ou dans une toile de tente. Il faut qu'on imagine aussi des choses pour remercier ces gens qui vont passer beaucoup de temps en bénévolat pendant ces périodes-là. Donc ça, c'est aussi des discussions à voir avec les organisateurs, avec la ville, avec le comité olympique. Hein. Je pense que là, il y aura aussi des sujets de discussion intéressants avec eux. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on peut aussi imaginer, nous avons, nous, des actions en Afrique assez importantes de développement du secourisme au sein de l'UNAS. Et c'est peut-être aussi une idée qu'on a de pouvoir dire, faisons venir aussi des secouristes, des équipes secouristes d'autres pays pour venir aussi participer à cette fête-là. Alors Bruno Basset, est-ce que c'est plus simple pour vous, pour une société privée, ce côté recrutement, ou est-ce que vous êtes aussi dans les mêmes problématiques de pouvoir avoir des profils bien spécifiques et qui puissent tenir sur la durée? Alors, une association, c'est de droit privé, déjà, je rappelle les choses. Une société comme nous, même si on est des professionnels, même si les gens sont salariés, on pilote aussi des événements où il y a des gens qui sont bénévoles, même dans le corps médical. Et c'est des événements en général qui attirent ces types de ressources qui veulent venir, qui peuvent être hyper spécialisés ou pas. Et il faut savoir que les coordonner, les encadrer, les équiper, les assurer, les former pour ce type d'activité, c'est déjà un métier. Et oui, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on parle de médecins, on parle d'anesthésistes réanimateurs, on parle de médecins urgentistes, de médecins du sport, on parle de tout un tas de spécialistes qui, déjà, en quantité, pour faire tourner le service minimum, on ne les a pas aussi simplement que ça. Donc il va falloir, dans l'évaluation des besoins, être assez pertinent sur la quantification très précise, parce que c'est pas le tout de les projeter sur le terrain et de les mettre au devant de la scène. Parce que ça, c'est le côté festif. Strass et paillettes, les bénévoles, ils voient les Jeux Olympiques, ils se disent ouais, j'ai envie d'y aller. C'est le premier instinct, c'est le premier réflexe.
Mais il y a les structures hospitalières à faire tourner, il y a les pompiers, il y a les SMUR, il y a les cliniques qui vont avoir le planning opératoire. Enfin, et donc la démographie médicale, est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle aura sensiblement bougé en 2024, positivement ou négativement? Je ne suis pas dans la boule de cristal. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous, en tout cas sur notre approche à l'échelon médical, on est sur une quantité de ressources qui est limitée. Et donc, il faut savoir l'employer à juste escient, et la qualification au bon moyen pour les bons soins en fonction des patients. Et ça va être, à mon avis, un vrai challenge quand on voit ce qui s'est passé sur l'Euro de football. Combien ça coûte aux associations de mettre en place toutes ces opérations de communication qui vont entourer ces JO, et notamment les campagnes de recrutement que vous allez probablement lancer quelques années avant ou même quelques mois avant? Vous avez chiffré déjà ça? Vous savez à peu près? De notre côté, non. Nous, on ne l'a pas chiffré très sérieusement. Enfin, très honnêtement, ça n'a pas du tout été chiffré. Après, comme le dit si bien Bruno le rappelait, nous sommes du droit privé. On est des associations et je ne suis pas persuadé que l'argent du donateur est là pour aller financer les Jeux Olympiques. Donc de toute façon, ça sera facturé très clairement. À un moment donné, c'est pas du partenariat, c'est du donnant-donnant. Quand des gens nous donnent de l'argent, que ce soit à l'UNAS, à la FNPC, à la Croix-Rouge, je ne suis pas persuadé que ce soit pour financer des gens qui vont faire des bénéfices ensuite. Donc ça sera de toute façon facturé à son juste prix, à sa juste valeur, sur l'ensemble. Comme l'Euro, comme toutes les manifestations au quotidien. Pourquoi la manifestation de quartier? Pourquoi la compétition de quartier qui va prendre un médecin chez De Kever, qui va payer une prestation, qui va aller vers une association de secouristes, payer une autre prestation à un juste prix? Les JO ne payeraient pas. Ça ne serait pas logique. Aujourd'hui, on n'a pas de financement de l'État, on n'a pas de financement autre que le donateur et nos prestations, soit de formation ou de poste de secours. Je pense qu'il y a d'autres actions vis-à-vis des personnes vulnérables qui sont plus intéressantes, entre guillemets, en tout cas qui doivent être financées. Et c'est plus là qu'on nous attend, en tout cas sur nos deniers. Après, les campagnes de recrutement, c'est ce qui fait vivre nos associations, c'est ce qui nous permet d'exister. Donc de toute façon, JO ou pas, on fera une campagne de recrutement. Après, je pense qu'on la fera différemment. Effectivement, elle sera plus élevée. C'est parce que JO, mais il y aura un retour sur investissement à un moment donné. Et c'est ce qui permet aux associations de vivre au long terme. Comment ça va se passer alors à l'UNAS? Pareil, c'est-à-dire, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un dispositif qui mobilise autant de personnes secouristes bénévoles ne soit pas un événement qui soit financé à juste valeur, au prix, mais au moins qu'on puisse, je dirais, rentrer dans nos frais, entre guillemets, d'organisation. Voilà. Maintenant, de dire en effet qu'est-ce que ça nous coûte en plus de ce qu'on peut faire, c'est un peu difficile. Je pense qu'on n'a pas chiffré encore. On n'est pas encore dans cette phase aujourd'hui de montée. On profitera de la dynamique des Jeux Olympiques aussi, sur la recherche des bénévoles. Je pense que ce sera intéressant d'ailleurs de se rapprocher d'eux à ce moment-là pour que des bénévoles intéressés pour devenir secouristes au sein des associations qui seront reconnues de sécurité civile puissent être formés aussi et intégrés aux équipes. Ça sera un avantage. Profiter du comité olympique dans sa dynamique, à mon avis, nous servira à faire aussi des économies de ce côté. Alors on parlait tout à l'heure du dialogue entre corporations, si je puis dire, pour bien coordonner le tout. Est-ce que vous avez eu ce dialogue-là avant l'Euro 2016? Est-ce qu'il a été pour vous satisfaisant et est-ce qu'il le sera probablement en 2024 ou pas? Parce qu'on sait que le dialogue, sans enfoncer des portes ouvertes, mais on va se dire les choses clairement, on sait que le dialogue entre corporations n'est pas toujours très évident. Alors comment vous travaillez sur ce dialogue-là? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un dialogue entre les associations agréées de sécurité civile qui existe au sein du CNPC, qui nous regroupe, donc qui nous permet d'échanger régulièrement. Enfin, en tout cas, les têtes d'association échangent régulièrement sur les différentes problématiques, les différents problèmes, et peuvent faire aussi front, quelque part, vis-à-vis de la DGSCGC, enfin, la Direction Générale de la Sécurité Civile et Gestion des Crises, pour pouvoir aller discuter. Donc ça, c'est une évidence, c'est une importance. Après, je pense que c'est surtout avec les sociétés privées telles que Bruno aujourd'hui, telles que De Kever aujourd'hui. En tout cas, c'est une discussion de personne à personne, c'est de la discussion de gens intelligents. Parce qu'on travaille de toute façon au quotidien sur différentes manifestations, que ce soit dans les stades avec des sociétés médicales ou sur des manifestations extérieures, marathons ou autres, où on doit travailler ensemble parce qu'on en a besoin. Donc il y a déjà une discussion intelligente parce qu'on y est obligé. Après, avec les pouvoirs publics, c'est
C'est souvent fait départementalement. Il y a cette action départementale avec les autorités et c'est département dépendant, donc ça dépend aussi des personnes. Il n'y a pas des choses qui sont instaurées, qui sont fixes. Il y a eu un travail sur l'euro avec différents départements, différentes zones de défense, mais qui n'est pas du tout égal en fonction du territoire et qui n'est pas impulsé par le plus haut niveau de l'État, très clairement. C'est vraiment département dépendant, ce qui est un problème, ce qui est dommageable et ce qui est d'autant plus dommageable le jour où il y a une crise parce que on n'est pas habitué à travailler ensemble, donc on travaille mal ce jour-là, on n'arrive pas à se coordonner, on n'arrive pas à se parler parce qu'on ne se connaît pas tout bonnement. L'avantage de l'euro et des attentats, c'est juste les exercices qui ont eu lieu avant. Parce que justement, ça a obligé à faire des exercices et à prendre en compte que l'association, quelle qu'elle soit, est le premier vecteur sur place. Le 13 novembre, au Stade de France, c'était une association agréée de secouristes qui était sur place avec une société de médicalisation. C'est eux qui sont intervenus en premier. C'est eux qui ont qualifié l'attentat à un moment donné. C'est pas le plus haut niveau de l'État. C'est bien eux qui sont intervenus en premier. C'est ces premières personnes qui étaient là. C'est pas un véhicule de secours sapeur-pompier ou SAMU qui est intervenu en plus, qui a été appelé ensuite. Donc on est le premier maillon de la chaîne et il y a besoin de cette considération, de ce travail en amont. Les attentats ont eu un plus, mais c'est pas encore ça. Il y a encore du travail. On a encore de la marge. Bruno Basset. Oui, sur le dialogue, il y a le dialogue amont avec le pouvoir organisateur qui représente le plus haut niveau en termes de responsabilité, conjointement, je vais en dire, avec d'autres responsabilités que doivent porter le pays hôte, donc les services de l'État. Et déjà, rien que là, à ce niveau-là, le niveau de concertation et de dialogue entre eux doit être suffisamment affiné pour après dérouler comment nous, les acteurs, on va devoir dialoguer. C'est évident que ce dialogue amont va permettre un bon déroulé opérationnel, un bon déploiement et une bonne répartition des charges de travail. Il ne faut juste pas oublier que si malheureusement on était amené à rentrer dans des situations de crise, le premier rideau, si on met tous ces moyens ou tous les moyens opérationnels disponibles des services de la nation, en tout cas au niveau associatif ou même au niveau du corps médical, en premier rideau, il restera quoi derrière s'il se passe quelque chose de grave? Donc ça, c'est du dialogue avec les différents moyens d'État. Et puis après, il y a le dialogue pendant l'opération. Et là, je pense que 2024, c'est pas oui peut-être, on sera dans l'ère de la digitalisation, des outils de communication, de la transmission rapide des informations fiabilisées, tangibilisées entre les différents organes de secours. Et Dieu sait si de notre côté, on est un peu avant-gardiste parce qu'on sait que la transmission des données de santé en live, la transmission du taux d'occupation des équipes de secours et donc de la disponibilité s'il fallait affecter des moyens ou d'autres, ça c'est aussi super important. Et je pense que dans le dialogue, tout ça doit être intégré en fonction des étapes, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on ne peut pas envisager 2024 sans les outils digitaux qui peuvent tomber en panne, parce qu'on peut avoir une panne d'Internet, on peut avoir une panne des réseaux de radio, de téléphonie. Donc voilà, c'est des sujets qui sont... en tout cas, nous, ça nous préoccupe très fortement. Alors moi, je suis désolé parce que je l'ai vécu professionnellement et pas en tant qu'UNAS, dernière Coupe du Monde. Je partage, nous avons déjà l'habitude de travailler, comme tu le disais, Florent, entre associations sur le terrain, sur les grands événements. Maintenant, on va passer à un autre stade. Et comme le précisais, c'est qu'aujourd'hui, la réactivité des PC de commandement de chaque association sera importante aussi pour s'adapter aux situations. Et je partage l'idée que la digitalisation, à ce moment-là, sera très forte et que les moyens d'échange seront beaucoup plus rapides et plus efficaces pour nous. Non, parce que si je vous pose cette question, c'est parce que quand j'ai préparé cette conférence, j'ai contacté la mairie de Paris, figurez-vous, pour les asseoir à côté de vous. Et la réponse que m'a fait la mairie de Paris, c'est « Nous n'avons personne en interne qui s'occupe des JO de Paris pour l'instant ». Ça m'a paru quand même assez bizarre, donc j'ai insisté et ils m'ont redit la même chose. Est-ce que ça vous étonne qu'à la mairie de Paris, aujourd'hui, il n'y ait personne, selon eux en tout cas, qui soit un interlocuteur sur l'organisation des secours aux JO de 2024 ? On est quand même très en amont. Je ne dis pas que la mairie n'a pas des moyens et ne va pas affecter des moyens. Il y en a certainement, probablement, qui sont déjà affectés, qui réfléchissent. Mais il faut que le pouvoir organisateur soit déjà structuré. Et déjà rien que là, les gens sont en train d'être mis en place, nommés, les différentes directions de chacun des pôles. Donc c'est déjà, du côté de l'organisation, c'est déjà très lourd. Alors, et puis la mairie,
de Paris est déjà bien huilé, est déjà bien organisé. Ils ont déjà accueilli des grandes manifestations, ils en accueillent régulièrement, ils en organisent ou co-organisent. Je ne suis pas trop inquiet pour la mairie de Paris. Oui, je partage, je les connais assez pour vous dire que c'était mes interlocuteurs, donc ils ont des équipes qui sont prêts. Jean-François Martin, le maire adjoint en charge du tourisme et des grands événements, était déjà très mobilisé, donc derrière, les équipes vont arriver, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté. Alors, je vais être dur, hein, mais c'est pas son domaine de compétence, la mairie de Paris, la sécurité. Enfin, quelqu'un le dit. Voilà. C'est pas elle qui est compétente là-dessus. Et aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur et sa direction générale, la direction interministérielle aux grands événements, je crois que ça s'appelle à peu près comme ça, on me dit oui, qui pilote ce dispositif et qui est déjà en charge et qui travaille sur ce dossier depuis belle lurette. Alors certainement plus axé sur l'aspect sécuritaire que sur l'aspect santé. Mais comme tous les grands événements, et puis c'est très loin encore. C'est vraiment très très loin. Mais il y a des gens qui travaillent dessus, ça j'en suis sûr, parce que j'en ai suffisamment entendu parler, mais pas à la mairie de Paris, et ça ne sera pas à la mairie de Paris, sauf si les statuts de la mairie de Paris changent d'ici là. Alors, j'aimerais parler maintenant de quelque chose de très concret sur le terrain. Donc, il y a différents acteurs qui travaillent ensemble, hein, effectivement, les blancs, les rouges, voilà comment on les appelle régulièrement, et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté sur le terrain de façon très opérationnelle, je tire un peu la couverture à moi. On sait que c'est ce qui se passe de temps en temps sur certains événements, notamment en termes de communication ensuite. Est-ce que vous l'avez vécu, vous, sur des événements comme l'Euro 2016 par exemple, et est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur d'avoir à vous battre contre des gens qui font le même métier que vous, mais qui vont peut-être avoir tendance à vouloir faire plus, montrer plus, et peut-être court-circuiter un petit peu vos actions? Oui ou non? Oui, il n'y a qu'une chose qui m'importe, c'est le résultat apporté aux patients. Je crois qu'il faut revenir et se recentrer là-dessus. Si on a une vision un peu plus macro sur l'ensemble des moyens engagés et qu'on est capable de prendre ce recul, on n'est pas dans cette réflexion il a mis plus de camions que moi, ou plus de jaunes, ou plus de verts. Mais elle existe, hein, cette réflexion, on est d'accord. Ouais, peut-être. En tout cas, nous, au niveau médical, on n'est pas là-dedans. Pareil, je pense que c'est pas une question. C'est un peu langue de bois quand même, non? Pourquoi? On sait très bien sur le terrain que les différentes corporations ont tendance parfois à vouloir prendre le lead sur les autres. Et c'est pas grave, c'est un fait. Mais je veux juste savoir comment vous l'avez vécu, vous, vraiment. Non, moi je pense qu'en effet, ce qu'on disait tout à l'heure, sur des événements comme ça, je vois pas qui... tout le monde doit avoir sa quote-part, entre guillemets, de travail, il devrait être bien occupé. Maintenant que chacun, après, utilise sa communication et essaye de la faire au maximum, moi, ça ne me choque pas personnellement. L'intérêt, c'est que on redéveloppe l'activité, que ça redéveloppe des secouristes, que des gens aient envie de se former et que ce soit, comme je vous le disais, un événement qui soit réussi. Florent Vallée. Ouais, on est des associations de droit privé à but non lucratif, mais bien évidemment, on a besoin d'argent pour vivre. Donc chaque association, en tout cas, essaiera bien évidemment d'avoir une part du gâteau. Après, il y a des combats, les combats entre guillemets des staffs nationaux ou des gouvernances territoriales qui vont bien évidemment essayer d'avoir un maximum de choses pour pouvoir tenir. Le tout, c'est qu'on ne recommence pas comme en 2003 le championnat du monde d'athlétisme, je dirais. Maintenant, au final, même s'il y a des guerres blanc, rouge, vert, jaune, voilà, comme disait Bruno, c'est l'intérêt du patient. Et j'ose espérer que, en tout cas, sur les grands théâtres, et quand il y a la vie d'un patient qui est en jeu, la vie d'une personne qui est en jeu, les gens sont suffisamment intelligents pour passer au-delà. Les bénévoles des associations, les sapeurs-pompiers ou les SAMU, les équipes de SAMU, s'entendent toutes très bien en règle générale. Il y a rarement de difficultés. En tout cas, s'il y a un patient derrière, la difficulté, elle n'est plus là. Il y a l'intelligence collective, heureusement. Alors, je vais me tourner une petite seconde vers le public pour voir si nous avons des questions, des réflexions ou des... Oui, bougez pas, je viens à vous. Donc, bonjour, donc, moi c'est Johan Fraisse, donc, je suis artiste de l'association Croix-Blanche des volcans d'Auvergne, donc je ne suis pas d'ici normalement. Effectivement, donc, je reviens à la question et la remarque que vous faisiez tous, donc merci déjà d'être là. Donc effectivement aujourd'hui on a beau avoir des couleurs différentes autant dans les associations, donc Croix-Rouge, Croix-Blanche, UNAS, ADPC, Croix de Malte, et j'en passe, des meilleurs et des pires. Effectivement aujourd'hui sur le terrain, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une guéguerre qui se fait entre les associations pour savoir qui a le plus beau véhicule, qui a le plus beau costume, qui a le plus beau matériel, qui a le matériel le plus récent. Mais aujourd'hui il faut qu'on arrive effectivement, comme le disaient les confrères ici,
à passer outre cette différence et outre cette guéguerre de territoire, entre guillemets, pour qu'on arrive tous au même point et au même résultat, c'est-à-dire l'humain en priorité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut qu'on soit là pour nos concitoyens, il faut qu'on soit là pour eux, et non pas pour nous, entre guéguerres. C'est là aujourd'hui, il faut qu'on arrive à être ensemble, donc à se former ensemble sur les mêmes méthodes, arriver tous à la même finalité, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on veut, nous, c'est sauver les gens et être là pour les gens, et non pas être là parce que la Croix-Rouge a un meilleur véhicule que nous, être là parce que la Croix de Malte a un meilleur véhicule que nous, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais on s'en fout plus ou moins. Notre but est toujours le même et on sera toujours le même, je pense. Merci, c'est un petit peu ce que vous disiez, Bruno Basset, et puis les autres. Vous vouliez peut-être... Oui, je pense que c'est exactement ce qu'on disait. Qu'aujourd'hui, chacun aura à contribuer sur sa mission principale, qui est d'apporter du secours aux personnes. Maintenant, ce qui peut être une idée en effet intéressante, dès que la structure de coordination sera en place, c'est d'imaginer des exercices avec chaque association. C'est quand même un des meilleurs moyens pour arriver à travailler, fonctionner correctement ensemble sur l'événement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réflexions? Oui. André Künzler de la Confédération suisse, responsable pour la gestion de l'événement majeur avec afflux massif de patients. J'ai 2 questions. La première, est-ce que vous utilisez, quel type d'algorithme vous utilisez pour préparer le nombre de médecins, d'infirmiers, de bénévoles dans votre structure pour les Jeux Olympiques? De la même manière, pour tout ce qui est athlètes, parce qu'il y a les visiteurs, mais il y a aussi les athlètes, est-ce que vous prenez le même type d'algorithme alors qu'on a des gens qui sont en général en bonne santé? Et en dernier, c'est par rapport à la montée en puissance, quel est le dispositif de base et sur quoi vous le développez, sur quelle pathologie ou quelle vision vous le développez? Et s'il y a une montée en puissance, qui sera le coordinateur en cas d'un événement majeur, je ne sais pas, l'effondrement d'une tribune, pour prendre quelque chose qui ne soit pas toujours de type méchant, hein? Alors, pour la première partie, qui est les échelles, je sais qu'en Suisse, vous avez un fondateur d'une échelle qui a fait référence sur pas mal de sujets. En France, il y a le calcul pour la partie secourisme du ratio des intervenants de secours. Mais là, je laisserai les associations en parler. Sur l'approche médicale, malheureusement, j'ai envie de dire, et comme l'a déjà dit ici il y a quelques années un orateur, le sujet n'est pas encore mature, mais mérite encore des réflexions. Le sujet mérite encore des études à la fois prospectives et rétrospectives. Il y a des thèses qui ont été faites sur le sujet parce que la France est l'exception sur les grands rassemblements, sur le calcul de ses effectifs en moyens médicaux. Quand on regarde ce qui se pratique aujourd'hui à travers le monde, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui le dit. Donc, malheureusement, si sur la partie secourisme, les choses sont assez claires, sur la partie médicale, elles ne le sont pas. Enfin, quand je dis médicale, c'est donc les médecins, les infirmiers. Les choses ne sont pas aussi claires que ça. Et j'espère que d'ici 2024, en tout cas, mon petit doigt me laisse entendre que d'ici là, les choses auront bougé sur ce sujet et on pourra vous annoncer une vraie grille. Mais il y a des beaux exemples partout dans le monde. Et c'est bien dans ces situations-là qu'il faut s'appuyer sur la science et sur les données scientifiques pour faire des choses qui soient pratiques et réalistes. Et quand je dis la science, c'est aussi, c'est pas que le médical, c'est aussi les matrices d'analyse des risques, l'évaluation des risques, le risk management. C'est des choses qui peuvent être portées ou qui sont portées par des gens qui sont extrêmement compétents sur ce domaine-là. Donc, malheureusement, je ne vous apporte pas une réponse très précise, mais c'est un début de réponse et j'espère qu'on aura progressé sur ce sujet-là. Sur le commandement en cas de situation exceptionnelle, alors là, je pense que les choses sont claires, mais je vais laisser répondre les associations agréées de sécurité civile. Ah oui, les choses sont très claires en fait. Pour la partie secouriste, vous avez le ratio d'intervenants secouristes qui est un texte qui est issu d'un texte d'État. Donc en fait, c'est défini par la loi. Donc très clairement, il suffit d'appliquer ce ratio d'intervenants secouristes et qui est commun à tous les acteurs, qui est opposable et commun à tous les acteurs. Pour la partie commandement, c'est aussi un texte de loi, c'est le dispositif Orsec, donc c'est l'organisation de la réponse
de la sécurité civile, et on est sur de toute façon un commandant des opérations de secours qui est sapeur-pompier et un directeur des opérations de secours qui est le préfet du département. Sauf s'il y a eu un aménagement particulier prévu à l'avance de par la loi, mais c'est vraiment prévu, c'est écrit, donc ça c'est très simple en soi. Sur la partie médicale, effectivement, c'est beaucoup moins simple. Et puis je rajouterais à ce que disait Pruno, parce qu'il y a effectivement l'état de l'art, il y a la science, il y a tout ce qu'on a pu mettre. Mais il ne faut pas oublier, j'ai dû faire 1 ou 2 événements internationaux, il y a le comité d'organisation internationale qui oublie qu'on est en France, qu'on est dans un pays européen, où il y a il y a une organisation des secours, il y a des moyens, et qu'on n'est pas dans un pays sous-développé ou un pays avec une organisation de secours différente. Et donc les 300 médecins supplémentaires qu'on a pu avoir sur l'Euro, ils servent à rien. Parce qu'effectivement, on a des gens qui arrivent en très bonne santé, des athlètes qui sont en très bonne santé, qui sont accompagnés de leur médecin personnel, bien souvent de leur médecin avec un S. Et nous, on rajoute encore des médecins en plus pour s'occuper d'eux, qui les verront peut-être de loin, comme à l'Euro, et ça s'arrêtera là. Donc c'est aussi ce problème-là qu'il faut prendre en compte. L'UNAS, pour répondre peut-être, apporter votre Non, pierre je à crois que l'édifice. la réponse a été faite. Il n'y a pas de complément par rapport aux moyens, au commandement. On rentre dans cette structure déjà établie. Donc il n'y a aucun problème de ce côté. Quand je dis que les algorithmes sont intéressants, ce que tu disais sur le médical aujourd'hui, toutes les algorithmes de réflexion, de flux aujourd'hui, j'ai assisté moi à une intervention d'un chercheur, je ne sais plus de quelle université, qui était capable de prévoir en effet l'arrivée, le nombre de personnes, le risque, en cas de risque, le temps nécessaire pour évacuer une zone rapidement en jouant sur des algorithmes. Donc là encore, nous allons avoir des outils de plus en plus performants au service des commandements. Merci. Bonjour, Éric Becker, ministère de l'Intérieur. Merci pour vos interventions très éclairantes. J'ai noté quelques chiffres, notamment, vous estimez, comme ça au doigt mouillé, enfin prévisionnel, de 4 à 500 intervenants pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques et de 200 à 300 pour les Jeux Paralympiques. Donc, ma question elle porte sur la ressource. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette sollicitation-là, vous êtes en mesure de fournir et est-ce que le jour J, vous êtes optimiste par rapport à ça, s'il y a un différentiel par rapport aux tendances du turnover que vous pouvez connaître nécessairement? Oui, quand on estime en effet les besoins qu'on va avoir, en assisant pour réussir le pari de tenir en effet ces chiffres-là tout le temps. Et comme nous le disions, ça va être en effet l'ensemble des associations de sécurité civile qui vont participer. Donc voilà. Donc moi je pense qu'en effet c'est un pari qui est tout à fait jouable. Enfin pour nous l'UNAS, on l'estime aujourd'hui réalisable. La seule difficulté, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le temps, c'est la durée aujourd'hui, la disponibilité des gens sur cette durée-là. Comment on les gère, comment on va pouvoir en effet aussi pas les essouffler entre guillemets sur une période aussi longue. Donc ça va être aussi important. Il est clair qu'on fera appel à des renforts, je pense, comme la Croix-Rouge aussi nationaux qui viendront venir renforcer les équipes de proximité. Donc tous les aspects logistiques, disponibilité, etc., on doit les envisager et on commence déjà à y réfléchir. Je crois que c'est tout l'enjeu pour répondre. C'est tout l'enjeu, c'est justement de répondre en interassociatif. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques à Paris, aucune association est capable de les mener tout seul dans son coin. C'est bien de l'interassociatif qui doit être fait. Pour ça, il faut qu'on apprenne à bien travailler tous ensemble, qu'on favorise là-dessus et qu'on fasse de ces grands événements. Après, il y a d'autres textes qui ont été, il y a des textes qui ont été prévus juste au moment de l'Euro, malheureusement peu de temps avant l'Euro, donc n'ont pas pu être mis en application, notamment sur l'équivalence de diplômes avec les pays européens, où il a été offert aux associations, en tout cas, de pouvoir travailler avec leurs confrères de l'autre côté de la frontière. Donc nous, on a la chance d'avoir des sociétés nationales dans tous les pays à proximité. Donc il y a un travail qui se fait également là-dessus pour que les pays frontaliers puissent venir aussi nous renforcer. Tout l'enjeu ne sera pas que tenir l'événement, mais c'est aussi tenir l'événement et l'événement supplémentaire qui arrivera. Première quinzaine d'août, c'est bien sûr la première quinzaine de la canicule. Enfin, on peut toujours vous en faire, voilà. Donc c'est aussi tenir cet ensemble, avancer sur cet ensemble. En plus, ce qu'on a vu dans le cadre de l'Euro, c'est que beaucoup de villes qui n'étaient pas des villes hautes ont aussi souhaité participer à la fête. Et c'est là où aujourd'hui, il faudra qu'on réfléchisse aussi à notre capacité.
et qu'on soit très prudent sur ces sujets-là. Attendez, ça y est, on a retrouvé, ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc, ah oui, c'est mieux. Donc voilà, côté pompier SAMU, entre l'interface Sinus et SISAMU Civic qui se dessine, on devrait avoir une chaîne de transmission d'informations assez efficace. Normalement, d'ici un an, en tout cas d'ici 2024, ça devrait être réglé. En revanche, côté acteur secours, on est sur un début de marché qui se structure, des solutions qui commencent à émerger, qui commencent à se solidifier. Si on regarde l'évolution normale des SI, d'ici 2024, on arrivera au moment où ces solutions vont commencer à avoir chacune leur marché et à se confronter et auront chacune leurs clients dans leur coin qui vont devoir travailler ensemble en interassociatif. La question étant donc au niveau des instances nationales de collaboration entre les acteurs de sécurité civile, est-ce que les sujets commencent à être abordés de comment est-ce qu'on utilisera des solutions digitales conjointes d'ici 2024 ou pas encore ? En tout cas, moi, je suis à la frontière de devenir éditeur de solutions de logiciels. Enfin, on a déjà démarré. Quand je dis qu'on a démarré, c'est une réalité internationale avec un logiciel qui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, fonctionne en Chine et lu par des opérateurs de la santé en France, en anglais, donc sur les mêmes données de santé, sur des patients qui sont en Chine. Donc, je suis persuadé qu'on va être capable de trouver des solutions comme le groupe du travail NF399, où en gros les industriels qui fabriquent les éditions de logiciels, les cahiers des charges techniques, arrivent à poser les choses pour que les différents outils communiquent. Mais bien évidemment, c'est comme tout sur ce sujet-là, il faudra que par rapport au JO, on soit suffisamment précoce et qu'on anticipe suffisamment les choses pour bien déterminer qui est responsable de quelles données ou collecte de données et à qui elle doit remonter et à comment elle va remonter. Et ça, parce que vous parliez de SISAMU, enfin du logiciel, des logiciels d'État. J'ai envie de dire, s'il faut remonter des données dans les logiciels d'État à un moment, so what, on le fera à partir du moment où les ABAC sont connus, les règles sont connues, et à partir du moment où l'organisateur est d'accord, que le patient aussi, enfin, qu'on met les choses de manière extrêmement claire sur le sujet. Mais pour moi, la vision que j'ai, c'est que les remontées ou le fonctionnement des services d'État, c'est le recours ultime du non-fonctionnement déjà de ce qui doit être mis en place par l'organisation. Donc le premier niveau de réponse, c'est les prestataires de l'organisation doivent être organisés entre eux pour collecter toutes ces informations et bien les traiter et les coordonner. Donc j'espère qu'en effet, vous parlez de la maturité des éditeurs de logiciels ou des solutions en 2024. Je ne sais pas si on sera aussi avancé que ce que vous le dites, mais aujourd'hui, on sait que ça bouge vite, qu'il y a des choses qui se font maintenant très bien. Et avec la géolocalisation, avec des outils de monitorage, du taux d'occupation, de disponibilité, d'indisponibilité des équipes, du taux d'occupation des lits de soins dans les postes de secours fixes ou dans les PMA. On peut espérer qu'une chose, c'est que tout ça soit synchronisé avec les services de l'État. Ouais. Vous n'aviez rien à rajouter de spécial sur cette question ? Si, merci Célim. Non, mais c'est pas. Je pense que l'applicatif, c'est pas le problème, parce qu'aujourd'hui l'applicatif c'est facile de faire. Enfin, techniquement, c'est facile de faire communiquer les différentes applications. C'est juste un peu de volonté des personnes, mais on fait des API très simplement. Par contre, demain, c'est quoi le canal de portage ? C'est nos systèmes radio en PMR ou en DPMR. C'est de l'internet, c'est de la 3G, c'est de la 4G, c'est de la 5G. Alors ok, la 5G ça a été signé qu'il n'y a pas longtemps, mais en 2024 on sera peut-être à la 6G. C'est quel canal ? On passe par le système de l'État, par PC Storm, qui doit apparaître bientôt. On passe par un autre système, on fait de la LTE. Je ne sais pas, et c'est bien ce qui m'inquiète en fait en 2024, c'est où on en sera. Si la DPMR sera, en tout cas les systèmes de radio actuels seront plus à jour du tout et ne permettront pas le transfert de données. Et il y aura un enjeu extrêmement important parce que le système commercial risque d'être saturé sur un certain nombre de sites. Donc il faut qu'on trouve quelque chose entre deux
quelque chose entre deux que je ne connais pas encore, qu'on ne connaît pas, que je pense que personne ne connaît, même s'il y a des gens qui y travaillent. Mais il y a un problème là. Juste donner un apport d'information de la Confédération suisse. Donc nous avons un système qui a mis 10 ans pour se mettre en place parce qu'on est une confédération, on a 26 cantons, 26 solutions. Ça marche bien. La centralisation, ça marche de temps en temps. Chez nous, c'est pas du tout ça. Mais j'aimerais vous dire que si nous, on a les Jeux Olympiques en 2026, si on les avait, ben, c'est demain pour nous. Au niveau de la digitalisation en plus, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce que si on regarde aujourd'hui ce que l'iPhone a apporté à la téléphonie, au niveau de l'informatique, on ne sait pas encore ce qu'il y aura en 2024. Mais nous, on a réussi enfin à mettre tout le monde d'accord. Et on va essayer de développer maintenant, 10 ans après l'euro, puisque l'euro a été le déclencheur en fait, 10 ans après l'euro, on commence à pouvoir développer ensemble quelque chose. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, vous avez 6 ans pour réussir quelque chose où nous, aujourd'hui, on voit enfin quelques fruits 10 ans après. Eh bien, il y a de l'espoir. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent encore réagir, poser des questions ou pas? Non? Sûr? C'est votre dernier mot? Bon, alors on va conclure avec une dernière question. Pour chacun de vous, quels serait ce qui ferait, c'est très bizarre cette formulation, mais qu'est-ce qui pourrait faire que cet événement soit réussi pour chacun de vous? À quelles conditions vous considérerez que cet événement est considéré et réussi en tout cas? Que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'événement majeur et que les volontaires qui ont participé sont heureux et prêts à revenir. Oui, je crois que c'est le plus important, c'est que nos équipes soient particulièrement satisfaites, que tout soit bien passé sur l'extérieur, qu'on ait eu le minimum de travail à faire de façon opérationnelle. Ce serait vraiment ce qu'on peut souhaiter pour cet événement. Moi, c'est que le défi sportif il soit là. Ah, c'est intéressant. Eh bien, merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci d'avoir été là. Et puis, bon, je parle pour vous, mais ils sont à votre disposition si toutefois vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à venir les voir. Et merci à vous d'avoir été là.